sur plein de choses. Alors, Antonia Soulez est professeure émérite de philosophie à l'université Paris 8, et elle a publié ses premiers travaux sur la grammaire de Platon, il y a longtemps, et puis elle a beaucoup travaillé autour de Wittgenstein, notamment, elle nous expliquera comment entendre parler dictée, le cercle de Vienne, un des premiers livres, sinon le premier qui soit paru sur la question, c'est les manifestes du cercle de Vienne. Manifeste du cercle de Vienne, en 60... Pardon. 1985. Il a été réédité en 2010, c'est ça? C'est ça, chez Vrin. Voilà. Oui. Ils ont quasiment été tous réédités. D'accord. Même les dictées. Même les dictées. On en parlera tout à l'heure. Alors, cette question croire sous influence renvoie évidemment à l'actualité la plus immédiate, à savoir la vitesse avec laquelle certains jeunes, français ou autres, mais certains jeunes français, hommes, mais aussi femmes, on l'a déjà vu avec Petit Ben Stama, et avec quelle vitesse ils se radicalisent, et avec quel peu de références, y compris des références théologiques, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui ont lu les textes religieux qui les inspirent. Et voilà, donc on partira de ça et on revisitera des concepts qui semblaient acquis depuis toujours, la psychologie de masse, qui a intéressé Freud, mais aussi des Français comme Gustave Le Bon. Et on sera amené à parler d'un concept d'Antonia Soulez qui s'appelle l'aliénation sémantique, et on terminera par une analyse de l'harmonie des illusions. Voilà. Alors, ma première question, Antonia, c'est une phrase de son livre. On commence par croire, et c'est effectivement une phrase qui concerne la première éducation, mais peut-on dire, alors, je rappelle que le thème de Cité Philo, c'était la croyance, qu'est-ce que croire, que croyez-vous? Et est-ce que cette phrase, on commence par croire plutôt qu'on y arrive, n'est-elle pas finalement valable pour toutes sortes de croyances? Voilà. Merci Jean-François, je suis très contente d'être ici, d'autant que Lille a été la ville qui m'a accueilli en 1967 pour enseigner au lycée Fénelon, mon premier poste de philo, juste après le concours. Et donc j'ai vécu à Lille, j'ai beaucoup aimé Lille, et donc ça me fait toujours plaisir de revenir. Alors, contente aussi de la thématique qui... on arrive dans ce monde, enfant, dans un monde qui est déjà bruyant. On entend des voix autour de soi, on ne comprend pas tout de suite de quoi il les retourne quand on est un petit bébé au berceau. Et comme dirait Merleau-Ponty, on arrive dans un univers déjà parlant. Déjà parlant. Ça bruit et ça parle autour de moi. Et moi, je suis plongée là-dedans. Je suis en immersion, sans rien comprendre. Donc, c'est la condition première. Et cette idée qu'on arrive dans un univers déjà parlant, qui est la phrase de Merleau-Ponty, vient renforcer une critique que Merleau-Ponty adresse à Descartes, en particulier à son doute. Parce que pour Descartes, deuxième méditation, douter, c'est faire table rase, donc on part à zéro. On doute de tout ce qu'on a appris, de tout ce que les professeurs nous ont enseigné, et une fois l'âme vierge de toute connaissance, de tout préjugé, alors on part à zéro, comme si c'était possible. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques contre ce point de vue d'une sorte de sagesse à l'état zéro, où on n'a encore rien appris, on redémarre fictivement, c'est une expérience de pensée bien sûr, fictivement,
c'est comme si on pouvait repartir à zéro sans avoir jamais rien appris. Donc on n'est pas contaminé par des croyances, en particulier par des opinions, etc. Et donc Merleau-Ponty rétorque, mais non, hein, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. L'enfant arrive dans le monde qui d'abord le comprend avant que l'enfant ne le comprenne. Donc j'ai beaucoup dans mon livre insisté sur cette formulation qui renverse l'ordre de je en face du monde, moi qui essaie de comprendre le monde intellectuellement, si vous voulez. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui est premier, c'est que le monde m'inclut. Il me comprend, on joue un peu sur le sens du mot comprendre, hein, et je suis d'abord comprise dans le monde avant d'essayer de faire le premier effort de comprendre ce qui m'entoure. Hein, ce qui m'entoure. Bon. Donc, il n'y a pas de vide, hein, il n'y a pas de silence, à partir duquel remonterait un cogito, hein, du genre de Descartes, hein, et donc Merleau-Ponty corrige le « je pense donc je suis », d'abord il supprime le « donc », et il dit « on pense, on est », ce serait le vrai cogito. Alors, pour moi, cette idée que le cogito est en fait une sorte d'être culturel, hein, est une raison forte pour dire qu'on commence par croire, hein, au lieu d'y arriver, et que c'est donc par un travail sur les croyances que l'on peut peut-être espérer atteindre quelque chose comme une connaissance. Et Descartes, que tu cites, disait « nous avons commencé à être enfants avant que d'être hommes ». Voilà, donc le vrai Descartes, hein, qu'on n'enseigne peut-être pas suffisamment, c'est celui-là. Hein, c'est le Descartes qui parle au nom de son expérience en rappelant qu'il a d'abord été enfant. Effectivement. Maintenant, peut-on faire table rase de tout ce qu'on a acquis depuis l'enfance, même s'il reconnaît qu'on arrive presque équipé, enfin chargé des bruits du monde? Ça, c'est une autre question. Oui, peut-être pas, mais ce dont tout le monde a pu noter ces derniers mois, c'est qu'effectivement, ces jeunes qui partent de Paris ou de n'importe quelle ville de province en France ou en Belgique, sont vierges quasiment de toute réflexion sur les textes religieux, les traditions religieuses. Absolument. Oui. Et c'est cette rapidité, oui. Et cette... oui, on ne peut plus parler deux fois là. On peut parler d'engagement, certes, mais on ne peut pas parler de connaissance. Alors, on peut se demander si on peut... Alors, dans ton texte, tu réponds par négatif, est-ce qu'on peut encore parler de croyances religieuses à leur propos? Bon, alors, moi, je ne suis pas bien placée pour répondre à une question pareille. Je ne suis pas allée travailler dans ces groupes. J'ai un peu une idée personnelle, mais il faudrait que je l'éprouve en confrontant les faits, et ça, bon, je n'ai pas l'expérience, c'est peut-être d'ailleurs ce qui me manque, c'est possible. Je pense que, en effet, la chose peut être à la fois positive et négative. On commence par arriver au monde, et ce monde bruit autour de moi, j'adhère tout de suite, sans recul critique. Hein. Si on ne croit pas, on ne fait rien. La croyance, je crois que c'est Claudine Tiercelin qui l'a dit dans une de ses conférences récentes, si l'on ne croit pas, on n'a pas de motif d'action. Donc on a besoin pour l'action d'adhérer à quelque chose. Si on n'a aucun point d'accroche à des croyances ou à des formes d'adhésion, alors on n'a pas de raison, hein, d'initier la moindre action. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus de l'ordre de l'action, finalement, que de l'ordre théorique. La croyance me branche sur l'action. Hein. Comment pouvez-vous croire qu'une lettre arrivera, si vous la postez, hein, que vous mettez une lettre à la poste qui était destinée à un ami, si vous ne croyez pas qu'elle arrivera chez son ami, hein, eh bien, vous ne la mettez pas à la poste. Hein. Donc il faut bien croire à quelque chose pour que l'action en découle. Hein.
Donc c'est plus une question pratique, au fond, l'action, comme l'a dit d'ailleurs Hume aussi. Hein. C'est beaucoup plus une affaire de nécessité d'un motif qui vous fait faire quelque chose au bénéfice d'une pratique ou d'une action dans le monde, hein, qu'un contenu d'ordre intellectuel. Voilà. Il ne faut pas non plus dévier le phénomène de croyance de ce qu'il est pour l'action, pour les besoins immédiats de la vie, hein, par rapport à l'intellectualité qu'on lui demande de porter, alors même que la croyance n'est pas forcément équipée, hein, pour articuler une forme d'adhésion de caractère intellectuel. C'est ce que tu appelles une croyance sans contenu, c'est ça? C'est ce que j'appelle une croyance sans contenu. Alors il y a le revers de la médaille. Hein. Précisément parce que la croyance me branche sur l'action dans le monde, pour parler vite, hein, je n'ai pas besoin d'examiner à quoi je crois. Quel est le contenu de ce à quoi je crois, ou à ce à quoi j'adhère. Ça me ferait perdre du temps, vous vous rendez compte? À chaque fois que vous faites quelque chose, vous seriez obligé de vous demander quel est le contenu de ce à quoi vous adhérez pour le faire, mais vous perdriez un temps fou, rien n'aurait lieu. Donc dans l'action, il y a de l'irréflexion. Il faut que ça aille sans y penser. On joue du piano sans y penser quand on a acquis quelque chose, bien sûr. Il faut avoir déjà une certaine maestria, ou disons le minimum d'habitude. L'habitude, c'est extrêmement important. Alors, si à chaque fois, au moment où vous posez le pied, vous vous demandez alors, bon, non, c'est pas possible. Il faut donc parfois agir sans qu'on soit obligé d'y penser. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui marche? C'est pas tellement une question de savoir sur quoi on met le pied, d'un contenu à quoi on s'accroche, qu'on voudrait scruter en sa légitimité. On ne peut pas tout légitimer tout le temps. C'est plutôt qu'on est situé et qu'on est dans ce monde qui vous comprend avant même de chercher à le comprendre. Ça, c'est majeur, sinon on ne ferait rien. Le monde de l'action serait impossible. Il n'y aurait pas d'embrayage de l'action, si vous voulez, sans ça. Donc nous sommes situés. Mais ça ne veut pas dire que la vérité que nous croyons tenir, vérité avec un petit v, entre guillemets, ça ne veut pas dire que cette vérité, bonne pour le moment, si vous voulez, opportune, en quelque sorte, dans un monde d'action, constitue un savoir absolu. Il faut donc aussi, à la fois comprendre l'articulation avec la pratique, mais aussi enlever à cette adhésion son caractère de certitude absolue. Ce qui veut dire d'ailleurs finalement, et c'est ce qui est le point faible du cartésianisme, mettre en question la séparation nette entre l'action pour l'action et la pensée pure dissociée de l'action. Et ça, c'est extrêmement important, et en réalité, c'est là que le bas blesse. Chez Descartes, quand on lui reproche la politique de la table rase, on lui reproche d'avoir cru qu'il était possible de mettre à part la pensée pure et l'action. Toutes les règles de la méthode, c'est la pensée pure. Il me semble pourtant qu'il parle à la fois de morale provisoire, mais il y a aussi une politique provisoire. Tout à fait, oui. Et ça, c'est extrêmement important, la morale provisoire. Et la morale provisoire concerne justement l'urgence dans laquelle je me trouve quand il faut que je décide. À ce moment-là, je suis obligée de suspendre. C'est la suspension. Alors, pour les bénéfices d'une action qui n'attend pas, qui urge, comme dans, par exemple, l'engagement politique, ça urge, j'ai pas le temps de réfléchir. Et c'est ce que pense Descartes. Mais, par exemple, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, un auteur comme Otto Neurath, qui a lu Descartes, qui accorde la plus grande importance à la morale provisoire, prend un bon Descartes pour lui et rejette le mauvais. Alors il vous dit, Otto Neurath, qui était un leader engagé du cercle de Vienne, un austro-marxiste d'ailleurs, enfin disons une teinture austro-marxiste dans la Vienne des années 20, il dit, eh bien, il le dit même beaucoup plus tôt, il le dit en 1913, dans un article extrêmement intéressant,
Descartes a tort de mettre de côté le monde de l'action par rapport à la pensée pure. En fait, la pensée non plus, elle ne peut pas attendre. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va appliquer la morale provisoire à la pensée, hein, sans la distinguer nettement du monde de l'action. Hein. En appliquant la morale provisoire de Descartes, donc quelques maximes, hein, pour embrayer une action dans l'urgence, en l'appliquant à la pensée aussi, hein, on rend possible une pensée d'ingénieur. C'est-à-dire une pensée des procédures, des opérations pour rendre possible des décisions, des techniques de décision dans le monde, de sorte que l'action trouve sa raison d'être, hein, dans ce monde qui me comprend, si je puis dire, hein, sans mettre à part un univers de pensée pure, intouchable, hein, et puis l'action qui est sale, etc., de l'autre côté. Hein. Ça, il n'y a rien de plus entravant, de plus inhibant que cette séparation. Il n'y a pas de monde dans lequel on puisse se réfugier à l'abri des urgences et des contraintes. Alors là, je ferai appel à deux auteurs que tu connais bien, Wittgenstein évidemment et Freud. Commençons par Wittgenstein. On est très habitué dans notre culture philosophique française en particulier, justement avec un arrière-plan comme celui de Descartes, on n'est pas très habitué à des gens qui vous disent, ou à des pensées qui vous disent non, c'est pas comme ça, chercher la dernière explication, l'ultime raison qui rend compte d'un fait ou d'une situation, c'est ça la philo. Et Descartes vous dit non. Mais en vous disant non, au fond, rappelez-vous tout ce que vous avez pris même dans les petites classes, hein, moi j'ai fait un petit peu de philosophie grecque, bon, eh bien c'est exactement ce que dit Aristote. Hein. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein. La philo, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, de se gratter les plaies, hein, que laisse un besoin presque irritant, hein, de rechercher toujours plus loin, hein, de repousser toujours plus loin une explication dernière. Hein. Il y a un côté égarant, hein, dans cette quête, hein, qui sert plus un bénéfice psychologique, hein, le goût de se gratter, de s'irriter. Une question est irritante. Les urticaires. Ça vous donne de l'urticaire, absolument. Et Wittgenstein est très sensible au malaise, hein, qu'on prend pour de la philo. Hein. C'est pas parce qu'on est anxieux ou qu'on sue à grosses gouttes qu'on a trouvé quelque chose de philosophiquement très important. Hein. Les principes d'arrêt, les principes de détermination, les principes de où il s'avère qu'on est sensible à ce qui vous empêche d'aller plus loin. Parce qu'il y a des contenus qui résistent, hein. C'est bien plus intéressant que de se laisser filer à l'infini dans une direction qu'on croit la bonne. Hein. C'est pas parce qu'on a rapport avec du sans réponse qu'on fait de la philo solide. Hein. Et c'est pour ça que je suis un peu critique, par exemple, du questionnement pour le questionnement. Hein. La philo, c'est pas forcément de poser une question pour qu'une autre question en renaisse, hein, comme les bourgeons renaissent et bourgeonnent. Hein, c'est pas des questions bourgeonnantes à l'infini. Hein. Il faut savoir s'arrêter. Hein. Et ça, c'est extrêmement important, c'est un principe de décision, d'ailleurs. On ne fait rien sans s'arrêter à quelque chose. Et quand on s'arrête, c'est qu'on rencontre de la résistance. C'est que quelque chose vous dit, stop, vous ne pouvez pas aller plus loin. Pourquoi vous ne pouvez pas aller plus loin? Parce que le réel vous résiste. Ah, c'est extrêmement important. Si vous ne sentez pas cette résistance, où est-ce que vous vous égarez là? Où allez-vous vous perdre dans un milieu lisse, hein, où le réel est complètement évaporé? Ben non. Hein, quelquefois, le réel, ça vous tient, hein, ça vous tient droit, ça vous tient courbé, hein, peu importe, mais ça vous résiste. Et il faut donc sentir cette résistance. Le réel, c'est ce qui me résiste. C'est ce qui vous résiste. Alors, deuxième nom propre, c'est Freud. Ordinaire, comme il dit, le névrosé ordinaire que nous sommes tous. Hein. C'est en 1929, donc une période tout à fait cruciale, où donc ce qui apparaît
important culturellement, pour voir où nous en sommes, c'est le travail du surmoi. La maîtrise de la nature, la maîtrise, si vous voulez, par laquelle l'homme se satisfait d'être ce qu'il est, pour être encore plus dans cet univers où les choses ne lui résisteraient pas, s'il augmentait sa puissance d'intervention sur le réel. Voilà. Et donc ça me paraît un livre majeur. 29, c'est aussi la date du manifeste du Cercle de Vienne, c'est aussi le manifeste du surréalisme, c'est une époque qui m'a fascinée, qui a été déterminante pour que je m'engage sur le travail que j'ai fait sur le Wittgenstein, le Cercle de Vienne, ce qui s'est passé en Europe centrale, dans la philosophie continentale du langage. Ce n'est pas la philosophie anglo-saxonne, c'est la philosophie continentale. Ce qui s'est passé au cœur d'Europe, à Vienne, entre deux guerres. 29. Voilà. C'est en fait ce qui m'a déterminé à faire mon travail à la demande des PUF, à l'époque, de début 80, sur le Cercle de Vienne et Wittgenstein. C'était ça. La vraie raison, c'était 1929. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que, d'une certaine manière, l'époque que nous vivons... Quasiment dans les mêmes eaux, les mêmes marais, avec évidemment des éléments qui ne ressemblent plus. C'est tout à fait normal que le paysage change, mais il y a des invariants. Alors il y avait un troisième nom propre qui est beaucoup moins précis. Il y a d'ailleurs congruence entre des analyses comme celle de Robert Musil, d'Otto Neurath que je citais tout à l'heure, ils sont très proches, mais aussi Adorno, nettement plus tard. Est-ce que nous devrions comprendre Spengler? Qu'est-ce qu'a fait Spengler? Bien, Spengler a essayé d'examiner où on en était avec cette culture qu'il estimait déclinante, irrationalisante, et une sorte de flux qu'on peut arrêter, justement, où tout se ressemble. Et disait-il, une symphonie, c'est comme un livre d'histoire, c'est comme une théorie physique, c'est-à-dire, autrement dit, on est dans un monde de ressemblance de famille où tout se vaut. Donc c'est une pensée relativiste qui ne connaît pas de principe d'arrêt, avec une pensée de la comparaison qui compare tout à tout. Et c'est ce que Musil déplore en disant alors il n'y a pas de connaissance possible. Vous voyez que quand on ne s'arrête plus, on ne peut plus connaître. Parce que connaître, c'est aussi rencontrer une résistance. C'est là que le réel se fait. On ne peut pas isoler l'élément de réalité sans le rencontrer. Il faut d'abord le rencontrer et s'y heurter pour qu'il existe pour vous. Si on le gomme sans arrêt, si tout coule, alors on ne rencontre rien. Mais alors la connaissance n'est plus possible. Il faut quand même pouvoir construire une théorie de la connaissance. Alors c'est ce que ce Spengler a rendu impossible. C'est de construire une théorie de la connaissance. Que ça soit possible, si vous voulez, de penser quelque chose de l'ordre de la connaissance. Donc Spengler a, dit-on, fait le lit de l'irrationalisme qui a mené jusque malheureusement, enfin, ce qui s'est passé ensuite, le Troisième Reich. Et donc quelqu'un comme Adorno dit très justement qu'il ne faut pas essayer de comprendre Spengler. Pourquoi? Parce que Spengler exprime en fait quelque chose de l'ordre d'une crise de la culture. Il l'arbore, il l'analyse et il s'y place. Il fait partie du processus lui-même qu'il examine. Il se met dedans, mais il le jauge. Et en l'examinant, eh bien, il épouse la vague dans laquelle il est lui-même emporté. C'est celui qui analyse, ça c'est très fort comme idée, c'est de l'Adorno assez magistral. Celui qui veut comprendre un processus déclinant, y participe, parce que la compréhension peut être justement une forme de participation. On sait bien que les anthropologues parfois participent à ce qu'ils examinent et décrivent, pour le bénéfice de leur discipline anthropologique. Donc comprendre est très sujet à caution. Quelquefois, il ne faut pas essayer de comprendre. Il
faut dire bon. Hein. Et à trop comprendre, on se laisse rouler dans la même vague qui emporte le phénomène qu'on essaie de comprendre. Et ça, c'est un argument très fort. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement, si on se situe à l'intérieur de la culture, il n'y a pas réellement de position, d'objectivité possible qui vous fasse échapper au phénomène qu'on veut comprendre. Hein, donc on est roulé dans la même vague. Hein, on ne peut pas comprendre, il ne faut pas essayer de comprendre Spengler. Pas trop en tout cas. Hein, juste assez pour dénoncer la vague. Pas la peine de le lire. Bon, alors, il faut quand même le lire un peu, malgré tout, pour se méfier. Voilà, pour se méfier. Il faut un tout petit peu tourner les pages. Et je vous dirais, moi je l'ai chez moi, hein, c'est un truc énorme, hein, c'est pas lisible. Ouais, c'est pas lisible. Et en fait, on a vite marre. Bon, à moins d'y prendre goût. Le danger, c'est d'y prendre goût. C'est ça que ça veut dire. Alors, si vous vous complaisez dans la plainte, la complainte, la pensée du déclin, tout va mal, tout est catastrophique, on n'y arrivera jamais, ah, bon, on est tous foutus, etc., etc., alors vous pouvez continuer à lire tant que vous voulez, vous ne ferez pas avancer les choses. Et aujourd'hui, on a des journalistes, des penseurs. La philo, c'est quand même ça. Il faut garder du recul, distinguer, chercher à connaître, mais pas se laisser entraîner. Pas se laisser entraîner, il faut résister. Alors je voudrais citer... Du Big TypeScript. Donc le Big TypeScript, comme l'expression le dit, ça veut dire le gros tapuscrit. Ce sont des inédits, 1933, donc ça appartient à la période intermédiaire de Wittgenstein. La première période, c'est le Tractatus, c'est ce qu'on vient de dire quand on expose l'œuvre et la pensée de Wittgenstein. Donc c'est le grand Tractatus, qu'on appelle parfois le traité, 1918. Puis ensuite, vous avez la période intermédiaire, les années 30, qui est pour moi la plus riche. C'est pour ça que nous avons publié les dictées, que nous nous sommes intéressés aux dictées de Wittgenstein à Weizmann et pour Schlick, parce que c'est la période intermédiaire de la pensée de Wittgenstein, où se met en place une approche du langage, une approche thérapeutique du langage par les moyens d'une grammaire que Wittgenstein définit de manière tout à fait étonnante. Et le dernier Wittgenstein des œuvres au-delà, qu'on appelle les recherches philosophiques et d'autres choses, Incertitude aussi et d'autres textes. Alors, ce texte du Big TypeScript, 1933, est contemporain d'une période donc de transition. Alors, comme le texte en effet l'indique, c'est une période où Wittgenstein pense qu'il est possible de rassembler, je crois qu'en allemand il dit gruppieren, de rassembler les expressions d'un langage qu'on veut examiner. Bon. Alors l'idée c'est que le langage est une sorte d'organisme, hein. Il a une vue un peu corporelle. Moi souvent je pense qu'il faudrait le faire, travailler sur, non pas qu'il l'ait lu, il ne l'a pas lu, hein, mais à mon avis il n'en est pas très loin. Humboldt, le grand linguiste prussien Wilhelm von Humboldt, un grand bonhomme. Et Humboldt pensait d'abord que le langage c'est la vie, hein, qu'il y a une vie du langage, Wittgenstein aussi. Hein, et par ailleurs, qu'il y a un travail à faire, hein, sur le langage pour, en quelque sorte, l'utiliser de façon libre, hein, c'est-à-dire sans répéter ce que tout le monde dit. C'est extrêmement important quand on s'intéresse à la culture, hein, en crise, non pas d'essayer de comprendre la culture de l'intérieur alors qu'elle vous roule dans la même farine, mais essayer de voir en quoi, au contraire, il vous manque des moyens pour vous en distancier. C'est plutôt ça le travail à faire. Alors, le texte désigne déjà une condition d'asservissement, hein, à la langue, en tant que cette langue est le reflet, hein, de représentations contraignantes et comment dire, aliénantes, hein, elles-mêmes. Hein. Autrement dit, les représentations qu'on vous colle, hein, celles que sans vouloir vous colportez en parlant, hein, vous vous en rendez même pas compte, hein, reflètent
des formes qui vous sont en réalité imposées. Et une anthropologue très importante qui s'appelle Mary Douglas, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a lu un anthropologue des sciences qui s'appelle Ludwig Fleck, dont je vous recommande la lecture également, dit « Comment pensent les institutions ?» c'est le titre de son livre. Eh bien, en réalité, c'est pas que les institutions pensent, mais c'est que les institutions véhiculent une sorte de philosophie obligée, qui ne dit pas son nom. Et donc, nous sommes en réalité menés. Nous sommes menés quand nous parlons. Nous croyons que nous disons les choses que nous voulons, mais en réalité, nous sommes menés par le sens qu'une philosophie qui ne dit pas son nom donne aux mots que vous utilisez. Et donc, vous êtes entraînés à dire des choses éventuellement ennuyeuses, sans vous en rendre compte. Donc, c'est un appel à un usage libéré du langage. Libéré de ces représentations contraignantes, des contraintes de pensée obsédantes aussi quelquefois, et tout simplement qu'on est amené à utiliser des mots sous la dictée, sans même comprendre et mesurer qu'on est sous la dictée. Sous la dictée d'une pensée qui note pas son nom, d'une philosophie ou d'une doctrine, ou de contenu religieux, justement, ou de religion sans contenu, mais on agit sous la dictée, on pense sous la dictée, et on communique comme si les mots, en fait, étaient libres de toute attache à une pensée déjà là. Et c'est cette pseudo-liberté que ce texte dénonce. Donc il faut faire un travail d'analyse de la langue, il faut mobiliser un œil grammatical sur les mots qu'on utilise, et il faut bien être sûr que les mots qu'on utilise sont des mots qu'on pense. C'est-à-dire qu'on ne dit pas n'importe quoi. C'est des mots auxquels on réfléchit pour se demander, mais au fond, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Très souvent, on parle sans se poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je mesure ce que je dis? Pas toujours. En fait, on utilise les mots qui sont pensés par d'autres. Très souvent. Ce que tu appelles le fatalisme sémantique. Plutôt l'aliénation sémantique. L'aliénation sémantique. Oui, plutôt l'aliénation sémantique. Le fatalisme, c'est plutôt l'attitude qui consiste à penser qu'il n'y a rien à faire. Qu'on est sur la pente descendante et que c'est déjà écrit. Wittgenstein était vraiment, comme d'autres, absolument allergique à l'idée que tout est écrit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné. On peut encore dire non, comme je disais tout à l'heure. Le fatalisme, c'est une catastrophe. Et le fatalisme, évidemment, se marie très bien avec le déclinisme. C'est ça qui est le grand danger. Il me revient le nom de la personne à laquelle je pensais, c'est Thérèse Delpech, qui a écrit à propos du déclinisme. Et j'ai essayé de retrouver ce nom, on discutait devant un verre, j'ai essayé de retrouver ce nom tout à l'heure, et je me disais, bon sang, mais qui est cette femme qui est morte d'ailleurs il y a quelques années, qui a écrit un ouvrage sur le déclinisme. Mais je ne peux pas vous dire le titre parce que je l'ai oublié. Je me suis toujours juré de la lire plus finement, d'en parler éventuellement, parce qu'elle est passée quasiment inaperçue. Cher client, J'avais vu des parties de ma famille paternelle à Prague, et des gens qui me disaient toujours qui avaient beaucoup souffert pendant la guerre, qui étaient encore vivants, on se demande comment, et qui m'ont dit « Ah, das ist das Schicksal » ou « der peut-être », c'est le destin. Ah non. Et l'aliénation sémantique? D'avoir des mots que d'autres prononcent et vous êtes tellement habitués à les prononcer après eux que vous ne prêtez pas attention au sens qu'ils véhiculent et vous pensez que vous êtes l'auteur de pensées qui sont en fait pas les vôtres. Et donc là il y a un travail à faire. Ça peut être des expressions conventionnelles, ça peut être des attitudes aussi, parce que les mots engagent.
les mots engagent et il s'ensuit des conséquences. Si vous pensez que parce qu'on vous a appris à le penser, c'est aussi ça, que telle expression, par exemple, est compréhensible par tous, ça peut vous amener à vous conduire d'une manière tout à fait aberrante. Et vous arrivez alors à une situation où vous vous demandez comment, c'est moi qui ai fait ça, comment ça se fait, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il se trouve que je connais quelqu'un qui est à Paris actuellement, qui est un compositeur d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais dont le père est un psychiatre fameux aux États-Unis, qui a inventé l'expression de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous avez dit, ou qu'on vous fait faire. Si vous voulez, c'est un peu quand la plupart des gens, si vous voulez, pensent ou croient qu'ils pensent, alors qu'ils sont même dans une sorte d'état d'hypnose. On leur dit d'ouvrir la porte, ils vont ouvrir la porte. Avec le langage, c'est pareil. Très souvent, on est télécommandé. Alors, je voudrais revenir sur cette expression. Puisqu'il était instituteur, parmi tous ses métiers. Et en 1924-25, il a été instituteur dans des petites écoles primaires, dans le fin fond de l'Autriche, la Basse-Autriche, Nieder-Österreich, dans des villages très pauvres, extrêmement pauvres, et si isolés entre eux que les petits-enfants ne parlaient même pas tout à fait le même autrichien. Alors, voyant ça, Wittgenstein s'est dit, oh là là, il faudrait qu'ils parlent une langue commune, non pas à l'intérieur d'une classe, mais de vallée à vallée, par exemple, de village à village. Ça, on n'imagine pas ce que c'est. Et à cette époque-là, le langage est une mosaïque. C'est des morceaux qu'il faudrait coller ensemble pour faire une langue. C'est pas une langue. Alors, déjà qu'il y avait plusieurs niveaux avec l'allemand. Il y avait le haut-allemand, le moyen-allemand, toutes sortes de niveaux d'allemand. Le plus élevé étant le haut-allemand de Prague, très bel allemand. Bon. Et là, Wittgenstein, lui, il est isolé dans ces tout petits villages. Alors, il découvre ce que c'est que d'enseigner la langue, le langage, dans des petites classes, et il se dit, il faut créer une langue commune. Donc, c'est ce à quoi répond le besoin de faire un petit vocabulaire, Wörterbuch, un petit dictionnaire pour enfants du primaire. C'est sa première œuvre. Et c'est vraiment merveilleux. Je viens d'apprendre par Jean-François que ça avait été publié par les éditions Spirale à Lille. Donc je vous le recommande. J'espère qu'il y a une préface, la fameuse préface que Wittgenstein a écrite pour ce petit Völkerbuch, ce petit dictionnaire populaire, populaire dans un sens noble. Et donc là il y a une tâche grammaticale primaire, fondamentale chez Wittgenstein, c'est un instituteur. C'est-à-dire dans l'instituteur vous avez institution. Donc il s'agit d'instituer le sens, mais aussi de reconnaître que le sens est institué. Donc c'est un double mouvement critique, d'aller du sens institué à l'institution du sens pensé, réfléchi, et non pas simplement qui s'impose sous la dictée. Sous la dictée, c'est une image. Ça veut dire qu'on vous dicte quelque chose. On est tous plus ou moins dictés. Parce que ça, c'est le revers de la médaille. On arrive dans un monde qui est déjà parlant. Donc évidemment, on adhère d'abord, avant de douter. Mais quand on adhère, c'est que quelque part, les choses qu'on vous inculque, on les vit comme étant nécessaires, comme des choses à penser. On vous apprend à adhérer. Donc vous êtes sous la dictée. Donc la dictée, c'est un geste d'institution, au fond. C'est un geste d'institution sur lequel il faut revenir en vertu du double mouvement dont je parlais. Voilà. Alors, les dictées, maintenant, à proprement parler, c'est-à-dire cette œuvre qui n'est pas de Wittgenstein, mais qui a pour titre « Dictée de Wittgenstein à Weissmann et pour Schlick », que nous avons donc traduite avec un grand spécialiste de Gordon Baker qui a eu l'initiative de me faire travailler avec lui. Il était à Oxford à ce moment-là, il est mort depuis. Nous avons fait la traduction, c'est un travail de traduction en équipe, à l'Institut d'Histoire des Sciences. Il a été réédité donc chez Vrin
en 2097-98, parce qu'il y a 2 volumes, hein, ce sont les dictées de Wittgenstein à un petit groupe, donc c'est autre chose, hein, c'est la dictée au sens de la procédure elle-même, qui consiste à dicter ses pensées à quelqu'un qui les note. C'est ça le statut des dictées. Donc j'ai joué là sur les mots. Hein. Être sous la dictée, c'est une chose. Mais l'œuvre qui s'intitule Les dictées, c'est en fait le résultat de transcription par un scribe, je l'appelle scribe, qui était un proche de Wittgenstein, qui s'appelait Friedrich Waismann, qui était un philosophe des mathématiques. Tous ces gens-là ont émigré dans l'urgence, à la fin des années 30, de justesse, hein, pour échapper donc à ce qui se passerait après l'annexion, après l'Anschluss. Donc les dictées, Wittgenstein, durant les années 30, tant que c'était encore possible, venait rendre visite à sa famille à Noël à Vienne, hein, et dicter ses pensées vers cette époque de Noël. Voilà, c'est 29, 30, etc. C'est cette période-là intermédiaire, très importante, où Waismann consigne les pensées, hein, note, sous la dictée de Wittgenstein, les pensées de Wittgenstein à cette époque-là. C'est très intéressant parce que c'est le moment où Wittgenstein fait bande à part. Il est au cœur d'un trio dissident du cercle de Vienne. En fait, le cercle de Vienne se sépare, se dissocie de l'intérieur. Le cercle de Vienne, c'est une sorte de mouvement de philosophie du langage, hein, sur une base empiriste, avec une visée sociale extrêmement importante. C'est un courant politique, hein, semi-politique. C'est ce qui a échappé complètement à Badiou. Badiou ne l'a pas vu, parce qu'il ne connaissait pas bien ce contexte sociodémocrate dans lequel le cercle de Vienne est apparu. C'est extrêmement important. Hein. Et bon, ça, il n'a pas vu ça. Bon, c'est un petit peu ennuyeux, mais enfin bon. Et donc, Wittgenstein se désolidarise du mouvement même qu'il a porté au nu. En fait, ce cercle de Vienne, c'est un groupe de scientifiques, hein, mathématiciens, physiciens, biologistes, etc., que des scientifiques qui se cherchaient une philosophie commune. Ils ont cru la trouver dans le Tractatus, cette première œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure, élaborée en 1918. Ils ont cru que ça y est, c'est de là que nous viendra une philosophie commune. C'était que des savants. Hein. Et bon, donc ils ont évidemment brandi le drapeau Wittgenstein, regroupons-nous autour de Wittgenstein, Russell, qui était important à l'époque, et Einstein. C'était les 3 grandes figures fédératrices de ce groupe appelé Cercle de Vienne. Et à un moment donné, évidemment, Wittgenstein, mis au pinacle, réagit en disant « mais non, mais moi je ne suis pas du tout Cercle de Vienne, moi je ne veux pas de ça ». Donc il s'est séparé et sont allés avec lui, se sont regroupés autour de lui, ce Waismann qui notait ses pensées, et Schlick, qui était ce qu'on appelle l'âme du cercle de Vienne, le tout premier à réunir ce cercle. Voilà. Et donc ça, c'est l'histoire, l'anecdote du contexte dans lequel les dictées ont été formulées, notées, et ça a donné ces pensées qu'on peut trouver chez Vrin en réédition dans notre traduction et commentaire. Alors je voudrais te soumettre une deuxième... Et quelque chose, puisqu'il s'y attaque, hein, pour dire justement, il ne faut surtout pas considérer qu'il y a là quelque chose d'installé, hein, d'établi, d'existant. Hein. Autrement dit, c'est une production imaginative, c'est nous qui fabriquons du métallogique, et c'est ce qu'il veut dire. Nous, usagers du langage, qui voudrions avoir un surplomb sur lui. Hein. L'idée du métallogique, ça veut dire, je vais vous dire en termes simples, c'est toutes les superstructures, hein, que le logicien est amené à ériger, hein, pour appareiller son surplomb. Hein.
On veut savoir si le langage est en ordre, on veut savoir si les expressions sont bien articulées entre elles, s'il y a un bon ordre de déduction qui est par exemple bien observé, s'il est bien fondé, s'il n'y a pas de vice logique, si un mot désigne bien la même chose dans différentes occurrences. Voilà. Ça, ce sont des regards métalogiques sur le langage. Et évidemment, ça procède d'une volonté de purifier le langage, en sorte qu'il soit libéré de tout vice, en particulier celui de la contradiction. Il faut bien voir que c'est l'époque où on essayait de réparer le langage au niveau des fondements, des théories, par exemple les mathématiques, par exemple la physique, bien d'autres domaines. Donc c'était l'époque de la crise des fondements qu'on voulait réparer et reformuler au niveau de la base, au niveau axiomatique. Bon. Donc Wittgenstein est tout à fait contre cette idée-là. Il n'y a pas d'orthopédie du langage. D'abord, il n'y a pas de langage parfait, et d'une. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est l'usage. Et c'est ce qu'on fait avec les mots qui est intéressant. Et non pas ce qu'on surconstruit. Parce que quand on surconstruit, on perd de vue l'important. Autrement dit, quand on érige des superstructures, d'une certaine façon, elles font écran à ce qui est important dans la langue elle-même, qui ne doit pas perdre de vue le monde dans lequel nous sommes et qui nous comprend. Le langage vivant. Les superstructures, c'est, disons, des formes désincarnées qui ne servent plus à rien et qui on domine avec des nouvelles villes de la science, comme dit d'autres. Ce sont les nouvelles villes de la science, mais ce n'est pas des villes dans lesquelles on vit. Donc là, toujours ce thème de la vie de la langue est très important, parce que la langue et la vie, c'est une seule et même chose. Je ne parle pas de la vie biologique. Je parle du caractère dynamique de l'usage de la langue. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'au fond, on doit avoir la liberté d'inventer avec elle. Et pas simplement de reproduire les pensées des autres quand on est sous la dictée. Donc, le langage a une forme de créativité. Le langage peut beaucoup, à condition de savoir l'utiliser. Alors, venons-en maintenant. C'est un ennemi préféré de Badiou, Wittgenstein. Wittgenstein intrigue, sinon il n'aurait jamais écrit quoi que ce soit sur Wittgenstein. Alors, il faut aussi dire que Badiou a écrit beaucoup sur l'anti-philosophie, et pas seulement celle de Wittgenstein. Ça commence avec Saint-Paul, l'anti-philosophie. Bon. Il y a Nietzsche, grand anti-philosophe. Nietzsche. Et même Jean-Claude Milner. Oui, oui. Bon. Alors, donc, Wittgenstein, c'est pas rien d'être un anti-philosophe pour Badiou. C'est pas rien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une moindre chose. Alors, c'est un ennemi juré de quoi? Un ennemi juré du platonisme. Pour Badiou, platonisme réaménagé. Pour Badiou, il faut se guérir de l'antiplatonisme, parce que ça empêche de faire de la philosophie utile à la politique. Je parle très simple, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. N'écoutons pas Wittgenstein si on veut améliorer le monde. Disons en termes brefs, c'est ça. Bon. Pourquoi? Parce que l'être, le grand être, avec un E majuscule, c'est quand même une sorte de pôle, de pôle d'action, à condition de bien le comprendre. Alors, l'idée platonicienne, il dit aussi l'idée communiste, avec un grand I, pour dire qu'il est platonicien en idée, mais en pensant au communisme qu'il portait à l'époque où il le dit, et il porte encore. Alors, l'antiphilosophie, c'est pas une petite chose, parce que c'est l'ennemi juré de l'idée avec un grand I. Alors, comment faire? Il s'attaque au Tractatus. Et le Tractatus est une œuvre, un monument. Il a bien le sentiment de s'attaquer à un monument.
Il dit même que c'est un peu comme Moïse et Aaron de Schoenberg, hein, à la fois sublime et borné, hein, comme tout ce qui est sublime, et se terminant par un silence. Hein, donc en fait c'est un grand tout, c'est une œuvre, hein, c'est un grand poème, hein, un grand poème, mais auquel on a enlevé la clé de voûte, c'est-à-dire l'idée, hein, l'être avec un grand E. Alors ça, pour lui, c'est faramineux. C'est pas qu'il piétine Wittgenstein, ni le Tractatus. Il dit c'est un grand antiphilosophe. Parce que là, il nous enlève, disons, quelque chose qui est déjà là. Parce que pour Badiou, étonnamment, hein, l'être a déjà eu lieu. Alors c'est ça que je n'ai pas supporté. Hein, c'est que l'être soit déjà là. Hein. Alors, bien sûr, ces lettres redits, hein, réévaluées à partir de Platon, du platonisme, disons. Moi, j'ai travaillé sur Platon beaucoup. Ça a été en fait ma thèse. J'ai fait une thèse sur Platon qui a été soutenue en 88. Bon. Et pour cette raison-là, c'est publié au PUF, hein, le projet de grammaire philosophique qu'a mentionné Jean-François. La grammaire, c'est la grammaire des idées. Hein, c'est pas la grammaire moderne, au sens où maintenant on parlerait de grammaire, et même pas au sens de Wittgenstein. C'est la grammaire des idées, de la relation entre les idées. Car Platon, c'est une ontologie multiple. C'est pas une ontologie de seul bloc. Hein, c'est pas l'être selon Parménide. Bon. Mon idée, c'est que, mon idée avec un petit i, c'est que Platon se fait des objections à lui-même. Autrement dit, l'antiphilosophie est un danger interne à la philosophie platonicienne. Platon n'était pas assez idiot, hein, pour adhérer sans recul à son ontologie multiple. Il se fait des objections à lui-même dans la première partie d'un dialogue qui s'appelle le Parménide, qui est un dialogue. Hein. Je ne parle pas de Parménide au sens l'auteur, hein, Parménide présocratique, je parle du dialogue de Platon qui s'appelle le Parménide. Et dans la première partie du Parménide, Platon fait parler ce petit Socrate enfant, hein, c'est fictif, face au grand Parménide, hein, et Socrate pose des questions propres à ébranler le système des idées de Platon. Hein, c'est très drôle. Donc Platon, si vous voulez, contient sa propre antiphilosophie. Bon. Le vrai travail de la philosophie, c'est de pouvoir faire ça. Hein, et Platon l'avait fait. Donc c'est exactement le geste important en philosophie, c'est de questionner le mot être. C'est d'ailleurs une phrase du sophiste de Platon aussi. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Parménide, par ton mot être, grand E? Bon, première question sur le sens d'un mot. Qu'est-ce que tu veux dire par le mot être, hein? C'est Socrate qui pose la question au grand Parménide. Vous voyez donc que Platon était lui-même parfaitement compris que ça passait pas comme une lettre à la poste, si je puis dire, hein, qu'il n'y a pas de doctrine de l'être qui constitue une science dure, hein, dure comme fer, hein, et puis il s'agirait de tout penser, l'histoire, le devenir, la contingence, sous la catégorie de l'être, de ce grand E. Est-ce qu'on ne veut pas dire que l'être est le veau d'or de la philosophie, et que par conséquent, il y a une fétichisation de l'être. Qu'est-ce que c'est le mot être? Mais Nietzsche l'a dit, par-delà le bien et le mal, hein, dans le crépuscule des idoles. Hein, philosopher, c'est commencer à faire tomber les idoles. Qu'est-ce que c'est les idoles? Ben, les idoles, c'est des petits mots comme ça. Être, temps, proposition, sens, langage, n'importe quoi. Hein, substance, idée, etc., etc. Puis tout d'un coup, on les gonfle. Oh là là, c'est très important. Alors on les gonfle à bloc et on en fait des fétiches. C'est ce qu'on appelle la fétichisation. Hein. Regardez comme on spamme quand déjà on prononce le mot être avec un grand E. On prend des airs importants. Hein. Eh ben non. Hein. Alors, Wittgenstein a une remarque extraordinaire.
il dit, regardez, ah, vous croyez que vous avez un joyau qui a une valeur inestimable? Moi, c'est une vulgaire pièce de métal. C'est une remarque mêlée. Hein? Et bien, c'est exactement ça. Si vous voulez, on dégonfle ce qu'on a boursouflé. Donc, on défétichise. Et pour ça, il faut une critique du langage. Et c'est ce à quoi sert la grammaire philosophique de Wittgenstein. Et ça commence par une question. Et qu'est-ce que tu veux dire avec ton énoncé? Et qu'est-ce que tu veux dire avec... Ben, c'est la première question qu'il faut poser pour défataliser la signification qui vous a été inculquée sous dictée. C'est un élément important. Il s'en est pris qu'au Tractatus. Or, il y a la pensée dernière de Wittgenstein, ce sont les recherches philosophiques, et il est très possible qu'il ait jugé, enfin c'est pas très possible, il le dit, tout ça c'est un tas de son, s'il vous plaît, monsieur Mayel Cherki, attendez. Les recherches philosophiques, c'est que des trucs triviaux, hein, c'est de l'ordinaire, et de la pacotille. Bon. Badiou a le plus grand mépris pour le langage ordinaire. Bon. Alors, donc, tous ces fameux exemples, toutes ces expériences de pensée fictive, pour lui, c'est vraiment la poudre de perlimpinpin. Bon. Alors, donc, il ne valorise que le Tractatus. La philosophie du milieu, il n'a pas fait très attention, parce que le mal est déjà fait. Donc, le Tractatus, c'est une vision magnifiée de l'extermination de la pensée par la pensée. Il ne faut pas penser, croit-il que Wittgenstein dit dans Tractatus, parce que ça s'achève sur le silence. Bon, ça c'est son interprétation. Alors, donc il a pas mal exprimé son mépris pour la seconde philosophie, mais en disant que, en dédaignant toute la seconde philosophie de Wittgenstein, ce qu'il dénie, ce qu'il ne veut pas voir, à quoi il ne s'intéresse pas, c'est tout ce qui, pour Wittgenstein, est de l'ordre de la contingence, c'est-à-dire de ce qui arrive. Bon. Alors, c'est drôle pour un penseur de l'histoire, qui est Badiou. Il étête, il supprime, hein, il décapite, si vous voulez, une pensée qui est particulièrement attentive à tout un registre de phénomènes qui auraient dû être considérés comme très importants et en première ligne dans la pensée même de Badiou. Voyez. Et je pense que c'est une ruse, hein, en refusant de voir que Wittgenstein est en réalité très concerné par la contingence, ce qui arrive, qui est différent, qui change, qui varie, hein, la variété, la multiplicité. Eh bien, il se dispense d'affronter ce qu'il y a de plus difficile chez Wittgenstein, à savoir la pensée de la multiplicité. Lui, il a une pensée de la multiplicité qui se tient, puisque c'est un penseur de lettres, grand E. Hein. Donc, il a un principe d'unification du multiple. Hein. Mais Wittgenstein, qui refuse l'être avec un grand E, il a affaire au multiple sans avoir ce principe d'unification. Puisque pour lui, ce principe est le résultat d'une fétichisation. Donc il faut s'en débarrasser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour une pensée du multiple, unifiée par un principe d'être face à une multiplicité qui n'est plus chapeautée, si vous voulez, ou garantie par une pensée de l'être, c'est ça qu'il faudrait faire. Hein, une pensée du multiple contre une autre. Bon. Et là, Badiou n'a pas mené jusqu'au bout son enquête. Et je trouve que là, il le faudrait. Hein, parce que nous avons deux pensées de la contingence. L'une qui est, disons, réductible à un modèle mathématique qui est celui de Badiou. Hein, alors ce modèle mathématique, il l'élabore très savamment. Hein, les mathématiciens, parfois, ça haussent les épaules, mais pas tous. Hein. Moi, j'ai un ami mathématicien qui considère que ça tient. Hein. Le mathématicien dont il mobilise l'appareil mathématique, c'est Paul Cohen, c'est un mathématicien de valeur, américain. Bon. Et sous un modèle de ce type,
toute la pensée de la contingence peut rentrer pour Badiou. Hein. Donc la pensée de la contingence peut être maîtrisée par le haut, hein, par un système mathématique qui le discipline d'en haut. Bon. Platon, c'est... Wittgenstein, tout à fait autre chose. On a affaire à la multiplicité, on est dedans, on est en immersion, on n'a absolument pas de surplomb, de point de vue dominant sur cette contingence. Ah, alors, est-ce que c'est du désordre? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que ce n'est pas pensable? Est-ce que c'est du chaos? Est-ce que c'est comme l'hydre des Grecs, hein? C'est infini, on ne peut pas l'arrêter, etc. On ne sait plus. C'est le sensible sans idée, hein? Un des dangers possibles. Alors, c'est là que ce sont deux pensées de la discipline, de la multiplicité. C'est pour ça que je ne suis pas querelleuse, je ne cherche pas à faire la guerre à Badiou, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, je trouve qu'il aurait dû mettre carte sur table, hein, et dire, ben voilà, chez Wittgenstein, on rencontre bien une pensée de la multiplicité. Cette pensée de la multiplicité, elle est interprétée en termes de langage. C'est la multiplicité dans le langage. Pourquoi Badiou n'est pas intéressé par cette multiplicité-là, hein, et pourquoi n'assiste-t-on pas à une confrontation entre une multiplicité avec un et une multiplicité sans un? Alors, qu'est-ce que c'est une multiplicité sans un? C'est ça qui est la vraie question quand on travaille sur Wittgenstein jusqu'au bout, hein, sans écarter ce qu'il y a de plus intéressant, à mon avis, qui est cette partie de la... Enfin, oui, ce stade de la pensée d'évolution de Wittgenstein, multiplicité sans un. Multiplicité sans un, j'ai bien une petite idée. Oui. L'aide d'un auteur que vous connaissez tous, qui est Goethe, hein, et qui est très important pour Wittgenstein, déjà années 30. Vous voyez combien les années 30 et le Wittgenstein du milieu est important. Wittgenstein compare le langage à un jardin de formes de plantes, très variées, hein, une diversité de formes de plantes, un jardin. Goethe avait visité le jardin botanique, hein, en Italie, et on avait tiré cette idée qu'il ne faut pas chercher à comprendre la raison de la diversité des formes de plantes. C'est comme ça, je le vois. Je le vois d'un regard synoptique. Donc c'est la fameuse synopsis de Goethe, hein, sans principe d'explication, sans aucun principe d'explication. C'est purement descriptif. Hein. Alors que pour Wittgenstein, ces jardins, hein, ça pourrait être les jardins des formes de langage. Hein. Alors ça supporte une méthode. C'est pas que ça rejette, hein, au loin toute saisie méthodique. Au contraire, il faut un regard. Synoptique qui n'est pas totalisant et pas systématique surtout. Et alors, ce regard, hein, doit être à ras de jardin, si vous voulez, ou rais de jardin, hein, faire attention à toutes les différences. Hein. Pour Wittgenstein, ce qui est important, hein, comprendre le monde qui me comprend, c'est y lire les différences, hein, et non pas s'obséder sur des fétiches d'identité. Penser, c'est pas penser le même, hein, c'est penser l'autre. Hein. C'est penser l'autre et toutes les formes d'altération qui se déploient, hein, en surface, que ce soit des jardins de diversité de formes de plantes ou que ce soit une surface musicale. Hein. Donc on a une pensée comme ça différenciante qui s'organise, hein, à ras de jardin, si vous voulez, hein, de façon parfaitement méthodique. Hein. Mais cette méthode, ce n'est pas moi qui l'impose par un modèle dominant. Hein. C'est quelque chose qu'il faut que je comprenne en usant des formes. Voilà, c'est un principe d'ordre interne, d'organisation des surfaces. Hein. Exactement comme dans une musique, la surface sonore est organisée. Le compositeur organise les surfaces sonores. Bien, dans le langage, c'est pareil. Belle métaphore. Les grandes masses, les grands nombres. Bon. Et Le Bon observe, dans son livre La psychologie de la foule, qu'il y a des hallucinations partagées, hein, des délires collectifs.
Là, on revient à notre première question. Les délires collectifs qui peuvent parfaitement, par exemple, pouvoir être dits, à mon sens, hein, de ces groupements erratiques, effrayants, terroristes qui menacent. Bon, vous voyez de quoi je parle. Le délire collectif est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'hallucination partagée. L'hallucination partagée se manifeste par exemple dans une vision collective de la même chose. Alors, par exemple, l'exemple, c'est nous sommes sur un bateau, hein, et puis nous croyons le phénomène de mirage, par exemple. Hein. Sur un bateau, les matelots peuvent parfaitement croire que là, au loin, à quelques centaines de mètres, vous avez un oasis, un mirage, bon, ou des gens qui vous font signe qu'il faut aller sauver, etc. Ça, c'est un phénomène d'hallucination collective. L'harmonie des illusions, c'est le fait que les illusions s'entendent bien ensemble, peuvent se consolider mutuellement, hein, ces illusions fausses, et former une croyance. Hein. Et ça peut mobiliser un groupe. Hein. C'est faux, hein, c'est imaginaire, hein, mais ça peut se partager. Hein. Alors, ça peut être extrêmement dangereux. C'est ça, en fait, le délire collectif, c'est ce qu'il y a de pire. Pas uniquement individuel, mais collectif. Alors, cette harmonie des illusions, elle a intéressé un anthropologue des sciences qui s'appelle Ludwig Fleck. Ludwig Fleck, c'est un Polonais d'origine juive qui a grandi et travaillé à Lvov. Et c'était un médecin. En réalité, c'est un médecin et même un bactériologiste. Il a travaillé sur la syphilis et d'autres typhus dans les camps d'extermination allemands. Et donc il a été pour ça assez embêté après coup, parce qu'on lui a reproché de travailler pour les camps. Et effectivement, c'est un petit peu ennuyeux. Bon, ça a retenti en négatif sur sa carrière d'auteur. Maintenant, les choses sont à peu près... on a beaucoup travaillé sur... Il y a certainement des choses qui sont encore pas claires. Bon. Ceci dit, il a apporté énormément, et c'est Thomas Kuhn qui l'a déterré, hein, qui a découvert l'importance de son œuvre de médecin. Et il a repris la notion d'harmonie des illusions de Gustave Le Bon. En fait, il lisait les sociologues français de la fin du 19e. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'intéressait à l'accord des chercheurs dans une institution. Par exemple, les savants. Hein, ils travaillent sur la syphilis. Ils ont des explications. Tout d'un coup, une explication vaut quelque chose à tel point qu'on en fait une vérité scientifique, entre guillemets. Hein, alors qu'elle vient tout simplement d'un accord entre les savants à l'intérieur d'une institution. Donc elle est un phénomène d'harmonie des illusions. C'est très curieux qu'il ait repris cette expression de Le Bon pour l'appliquer à l'institution de la science et à la formation des vérités scientifiques dans le monde savant. Et l'harmonie des illusions explique aussi bien le délire collectif, hein, les croyances, si vous voulez, ordinaires, hein, les illusions partagées dans une situation particulière, comme celle du mirage, que des vérités scientifiques. C'est très curieux. Et donc Ludwig Fleck, largement commenté par quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, qui a introduit Ludwig Fleck en France. Pour cette raison, on trouve Ludwig Fleck, son ouvrage majeur paru en 1934, qui s'appelle, j'ai un trou, c'est sur le fait scientifique, justement, c'est le mot, développement d'un fait scientifique, ou quelque chose comme ça, 1934, hein, ça a été traduit en anglais par les soins de Thomas Kuhn, hein, qui a dit, attention, c'est un très bon livre. Thomas Kuhn en a tiré sa notion de paradigme, hein, c'est très discuté, mais enfin c'est ce qu'il a fait, et ce livre a fait donc finalement autorité, mais à titre posthume. Hein. Fleck était déjà mort. Alors, c'est pour dire qu'il y a de l'irrationalité dans la formation des vérités scientifiques. Donc les vérités scientifiques, les faits sont construits. Hein. Il n'y a pas de données empiriques qui vaillent, hein, et qui mettent tous les savants d'accord. Hein. Il y a une part d'illusion, une part d'irrationalité, une part de croyance dans la croissance, dans le phénomène de constitution de la connaissance des savants. Voilà. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V, hein,
il y a un milieu de travail dans lequel se constitue la connaissance digne de ce nom. Hein. Et entre Ludwig Fleck et Wittgenstein, j'ai trouvé beaucoup de points communs, hein, en particulier l'idée que la vérité, en fait, on n'en partait pas. Hein, on n'en partait pas comme à zéro, hein, ça recoupe ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la table rase, hein, mais elle se constitue comme un milieu de vie, hein, au sein d'un milieu à l'intérieur duquel nous nous trouvons par immersion, hein, et donc à l'intérieur de ce milieu, nous apprenons l'usage du mot vrai, l'usage du mot faux, l'usage du mot vérifié, l'usage du mot démontré, etc., etc. Mais en réalité, il n'y a rien d'a priori. Hein, et c'est donc institutionnel. Hein. On commence par là. Hein, et c'est ce que dit Nietzsche dans le livre du philosophe. Si vous lisez Mensonge et vérité d'un point de vue extramoral, hein, 1873, je crois, hein, c'est exactement ce que dit Nietzsche. Hein. Il y a beaucoup de points communs. Wittgenstein n'est pas une figure isolée, attention. C'est pas un énergumène qui a débarqué sur la planète Vienne et qui pense tout d'un coup tout à fait autrement que tout le monde. Il est très possible de retrouver des éléments de conviction chez Wittgenstein qui recoupent des auteurs qui nous sont beaucoup plus familiers. Donc Nietzsche, voilà, donc l'institution, la connaissance, le langage, tout cela s'interpénètre dans notre milieu de vie, et je ne parle pas de vie biologique. Merci. C'est Ludwig Boltzmann, hein, la notion de modèle, au sens du physicien très important, originalement, enfin il était de Graz, Ludwig Boltzmann, hein, enfin, l'épistémologie de la physique nous est très précieuse pour comprendre comment doit fonctionner un modèle selon Wittgenstein, car Wittgenstein lisait ces gens-là, si vous voulez, comme il pouvait lire, hein, en tournant les pages et en cornant quelques-unes, attention. Ce n'était pas un homme de l'université, Wittgenstein, hein, ce n'était pas un élève discipliné. Et donc, là, il y a quelque chose. D'abord, c'est construit, ce qui veut dire qu'il n'est pas là par avance, hein, prêt à toutes les épreuves, comme s'il avait raison avant d'avoir été éprouvé. Hein. Non, pas ça. Le modèle, ce n'est pas l'idée platonicienne. Déjà, c'est extrêmement important de se rendre compte qu'un modèle qui se plie au réel, hein, n'est pas un modèle auquel le réel doit se plier. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Bon, alors, donc il faut renverser l'ordre des choses. Hein, si c'est le réel qu'on veut rencontrer, alors il faut modifier sa conception du modèle. Il faut un dispositif, hein, construit, hein, prêt à rencontrer le réel, comme on croit qu'il peut le rencontrer, hein, et si on se trompe, on recommence. Et les savants font tous ça. Pourquoi ils font tous ça? Pourquoi on construit des modèles, au fond? Hein? Pourquoi, à votre avis? Ah ben moi, j'ai fini par comprendre que je me suis posé cette question, que je trouve très grave. C'est qu'on ne peut pas toucher à ce qu'on cherche à connaître. Hein? Ça se dérobe à vous. Donc il faut bien des modèles de construction, hein, qui vous y renvoient. Oui. Il faut des constructions intermédiaires entre vous qui cherchez à comprendre quelque chose, hein, que vous croyez objectif, qu'il l'est sûrement, mais ça vous échappe la raison pour laquelle il l'est, et puis ce fameux réel qui est fluide, mouvant, fugace, éphémère, instable, et qu'on appelle la contingence. Il faut des modèles entre le connaissant et l'élément à connaître. Il faut construire des modèles, et c'est ce que font tous les physiciens, tous les savants, depuis la fin du 19e. Aucun savant ne travaille sans modèle. Vous modélisez toutes sortes de choses. Mais le modèle, c'est plus l'idée platonicienne. C'est des modélisations, ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que les modélisations, ce sont des langages, ce sont des relations fonctionnelles. Hein? On construit un modèle, built, hein? C'est pas l'idée originale à la Platon. Ça ne vous domine pas dans un ciel au-dessus de votre nez. C'est là, ça sort de vos mains.
question. Quelque chose que vous allez croire très longtemps, hein, et vous allez adhérer, heureusement. Sinon vous n'agiriez, vous seriez privé d'action. Hein. Donc à la fois ça vous donne de l'énergie pour agir, hein, et à la fois, si vous adhérez sans recul, il y a un âge pour avoir du recul. Si vous ne traversez pas cet âge-là de l'interrogation, hein, à ce moment-là, en effet, c'est grave. Bon, alors, il y a en effet des phénomènes d'entraînement, il y a des opérations de charme, hein, il y a des séducteurs, on le sait beaucoup, maintenant qu'on en parle avec les problèmes des harcèlements, il y a des meneurs, et dit Freud, des chefs prestigieux. Des chefs prestigieux. L'opération magique du prestige. Pourquoi? Ben, d'abord parce qu'ils ont un ascendant, hein, une voix, par exemple. Il y a des gens qui vous charment par la voix, par la stature, par l'autorité de la force dominante. Bon. Mais il y a aussi que vous avez envie de ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je trouve l'influence dangereuse. Non pas qu'elle soit dangereuse à cause de la personne qui exerce une influence sur vous. Vous n'avez qu'à vous défendre. Après tout, on n'a qu'à se défendre. Hein, on n'est pas là pour être tout d'un coup parapluie, vite, sauvez-moi, donnez-moi des sous pour que je m'en sorte, aidez-moi, vite, vite, je suis menacée, etc. Non, il faut aussi se demander, mais qu'est-ce qui en moi fait que j'accepte? Et c'est ce que j'appelle, alors, parce qu'on m'a demandé d'écrire là-dessus, et c'est moi, c'est mon choix, hein, d'avoir accepté d'écrire sur l'addiction, hein, mais dans mon sens, hein, non pas l'addiction au sens de l'addiction à la drogue, mais presque, hein, l'addiction à obéir, à se laisser faire, la complaisance, le confort qu'on trouve, à ne pas bouger, à se laisser conduire, à fermer les yeux. C'est très confortable. Vous êtes d'accord? Le fatalisme est très confortable. Tout le monde pense comme vous êtes d'accord, c'est fait, les jeux sont faits, vous n'avez rien à faire. C'est beaucoup mieux. C'est l'argument du paresseux. Hein, il y aura une catastrophe climatique, hein, c'est l'argument de Diodore de Chronos, hein, dans l'Antiquité grecque. C'est pas la peine. Il y aura une grosse pluie, il y aura une grosse tempête, ça ne poussera pas ce que vous avez semé. Arrêtez. Bon, donc l'agriculteur se dit, oh, c'est pas la peine que je plante. Hein, et il a l'attitude du décliniste. Alors, c'est ce qu'on appelle l'argument du paresseux. Ouais, ça remonte à loin, hein, aux Grecs. Hein, Diodore de Chronos, il s'est intéressé à ça, à la pensée fatale. Hein. Alors on dit, oh ben, du moment que c'est écrit, donc, ça sera la catastrophe, à quoi ça sert que je plante mon jardin? Hein, rien ne poussera, il y aura une tempête. Hein, il y aura un chaos, il y aura un tsunami, il y aura tout ce que vous voulez. Bon. Ça, c'est l'argument du paresseux. Le fataliste est paresseux. Mais pourquoi il est paresseux? Parce qu'il y trouve une sorte de confort mental. Parce que c'est fatigant de penser, de prendre du recul, de travailler à ce qu'on dit et à ce qu'on vous dit. C'est très fatigant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc l'influence, on se laisse gagner par l'influence parce qu'on trouve que c'est plus confortable, parce que ça vous épargne des efforts mentaux. Et c'est ça que je trouve inquiétant dans l'influence, plutôt le moi passif, comme dit Freud, le moi passif. Quand il dit moi passif, il pense à la psychologie des foules, il pense à Le Bon, qu'il cite d'ailleurs de façon critique, parce qu'il dit que Le Bon n'a pas fait attention justement au moi passif. Hein. Il a mis tout sur le compte des mouvements de masse qu'il n'aimait pas. Le Bon était un anti-révolutionnaire, hein, un homme tout à fait sujet à caution, hein, même s'il a été un des premiers à parler du phénomène des masses, hein, la psychologie des foules, mais c'était un problème. Tarde s'est prononcé contre Tarde, Gabriel Tarde, un homme tout à fait formidable que je vous demande de lire. Je vous assure, Gabriel Tarde, qui a travaillé sur le mimétisme social, c'est un grand bonhomme, hein, qu'on doit absolument redécouvrir. Parce que ça s'attrape, la paresse. Il y a beaucoup de choses qui s'attrapent. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Hein. Même les idées s'attrapent. Hein. C'est ce que dit par exemple Dan Sperber. Hein. Il a écrit La contagion des idées. Hein.
Stan Sperber, qui est un auteur, je dirais jeune, parce qu'il a mon âge, nous ne sommes pas jeunes, hein, qui a écrit chez Odile Jacob les idées, la contagion des idées, qui est une approche épidémiologique des croyances. Donc c'est extrêmement intéressant. Pourquoi on se laisse faire, hein? J'ai été très frappée, je l'ai acheté, mais sur désobéir. Désobéir, ça veut dire travailler sur son addiction. Ça veut dire se demander, non pas dire non ou merde parce qu'on a en face un patron, c'est enfantin. Hein. Non, c'est pas ça. Ça veut dire se désolidariser du confort dans lequel on se trouve quand on accepte, hein, c'est la boétie, si vous voulez, hein, la servitude, hein, le confort de la servitude. Hein. Oh, c'est bien plus agréable de croire à tout ce qu'on vous raconte parce qu'on ne fait pas l'effort de s'en extirper. Hein. Donc, oui, il y a un effort à faire, il y a un travail, hein, qui n'est pas du travail rentable au sens commerçant, hein, mais qui est un travail mental au sens de la libération, hein, travail pour se défaire de tout ce qu'on vous colle, hein, contre quoi on ne fait pas d'effort, parce que c'est plus pratique, parce que c'est une dépense nerveuse, parce que... Voilà. Hein. Donc l'addiction qui est d'accepter, hein, l'addiction au consentement, hein, dire oui. Dire oui sans réfléchir. À quoi on dit oui, hein? À quoi on dit non? Tout ça, ça se travaille. Oui, pour travailler de l'esprit, si vous voulez. Hein? Comme on dit vulgairement, travailler de la tête, quoi. Dans ces domaines-là, hein, le domaine de l'action, de la pensée active, hein, sans distinction entre la pensée pure et l'action. Parce que penser, c'est aussi déjà une part d'action. De ce qu'on pense, qu'il sent. Des actions. Hein? On peut y compter parce que... Oui, pardon, on peut y compter parce que on a les pieds dessus. Hein. On peut y compter parce qu'on l'arpente. On peut y compter parce que s'il y a une bosse là, on se heurte à cette bosse. Hein. Donc, il y a dans la philosophie de Wittgenstein, avancée de la fin de sa vie, une conception très géographe de terrain, arpenteur, hein, chez Wittgenstein, tout à fait opposé à l'idée d'occuper des positions de surplomb, hein, au-dessus, très au-dessus du réel accidenté. Voilà. Alors, c'est tout à fait la philosophie de reliance. Et d'ailleurs, on dit aussi fiabilité, en anglais, hein, fiability, hein, sans jouer sur les mots faillible et confiance, parce que c'est pas le même mot en fait, hein, c'est fido et non pas la faute, faillible. Alors, ce partage que tu dessines entre la truth et le trust, hein, c'est majeur. Hein, et on peut dire que le dernier Wittgenstein est un Wittgenstein de la reliance. Hein, mais la reliance, donc le fait d'avoir confiance, hein, sans garantie. C'est ça la question. Or, reliance, c'est aussi se reposer sur une garantie. Alors, Wittgenstein, donc, il innove, il inaugure une forme de fiabilité, hein, ce qui veut dire qu'il faut bien être ancré, situé. Hein, l'institution, c'est ça. Hein, c'est être quelque part dans un ancrage, ce sont les formes de vie, hein, au-dessus desquelles, hein, les mots sont en suspension au-dessus du vide, ne signifient plus rien. Hein. Quand vous dites le mot rouge, ben, rouge en soi, il n'y a pas d'objet auquel correspond le mot rouge, hein, ça n'a pas de sens. Hein. Il faut que le mot rouge soit utilisé dans une grammaire, dans un vocabulaire multiple d'ailleurs, hein, une multiplicité d'emplois, qui fait que rouge, ça veut dire non bleu, non vert, hein, ça se rapporte toujours à autre chose. Hein. Donc, ça c'est extrêmement important. C'est donc le socle, hein, l'idée du roc, et ça on ne l'analyse pas, hein, ça arrête l'analyse au contraire, ça stoppe la recherche de l'explication, hein, quand on en rend compte. Bon. Et donc c'est là qu'est, disons, le fait de se heurter à quelque chose de solide, qui résiste
à vos enquêtes interminables et obsessionnelles. Hein. C'est donc quelque chose qui, si on ne vous situerait en dehors du réel, si on ne l'avait pas. Hein. Sans fiabilité, rien ne peut être fait. Hein. Ni l'action, ni la recherche scientifique, ni la morale, ni un acte vis-à-vis des autres, ni un geste de compréhension, ni même un échange quelconque. Hein, si vous dites rouge dans un langage que personne ne comprend, vous n'allez pas échanger quoi que ce soit avec un autre. Hein. Il faut que ça soit situé. Il faut qu'il y ait des jeux de langage dans des formes de vie, qu'on se comprenne et qu'on partage ce cadre. Donc la fiabilité, elle se construit sur le partage, sur l'échange. Hein, et ça, c'est tout à fait fondamental. Alors vous allez me dire, mais pourquoi prendre tant de mots et tant de phrases et tant de livres à dire des choses si simples, hein? Oui, c'est simple, c'est pas très facile à développer. Alors, c'est pas truth, c'est pas la vérité scientifique dont on parlait tout à l'heure à propos de vérité, c'est la fiabilité. Hein? Et effectivement, c'est aussi ce que dit Ludwig Fleck. Hein? Et c'est pas la garantie non plus, c'est pas la garantie idéale. Hein? C'est que si vous mettez le pied sur le sol, il ne faut pas que le sol se dérobe sous vos pieds. Si vous vous dites « oh là là, ça va s'effondrer quand je mettrai le pied dessus », alors vous ne pouvez pas avoir reliance pour marcher sur un échafaudage, sur n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas que ça se dérobe sous vos pieds. Donc c'est ça la reliance. Et c'est extrêmement important dans la philosophie dernière de Wittgenstein, qui n'est pas donc une philosophie irrationnelle, mais qui est une philosophie de on what ground do you say so and so? Sur quel plan, base, ground, mais pas théorique, pas du tout théorique. Hein? Sur quoi vous fondez-vous, mais pas au sens d'une fondation théorique. Merleau-Ponty dit exactement la même chose. Je disais tout à l'heure à Jean-François, il faut lire la phénoménologie de la perception, en plus c'est très lisible, hein, sur ce qu'il dit à ce sujet, en critiquant Husserl. Hein, Husserl qui, lui, est un halluciné de l'objectivité sémantique. Alors lui, c'est tout l'inverse. Hein. Il travaille en termes d'hallucination, hein, comme si l'objet était quelque chose qu'il visait là, hein, avec presque plus de réalité que la visée elle-même. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut se débarrasser de cette espèce de relation magique à une objectivité idéale et se fier, parce que très souvent, quand on est comme ça, tendu vers une objectivité idéale, on ne voit pas ce qui est autour de soi. Hein. Et c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il vaut mieux regarder là où on est, hein, avant de se porter en avant vers quelque chose dont on n'est pas sûr de la réalité objective. Hein. Donc voilà, c'est ça la fiabilité. Et Merleau-Ponty développe des conceptions. Une conception, il n'utilise pas le mot si, je crois qu'il utilise le mot confiance d'ailleurs. Pas au sens d'avoir confiance en soi, mais au sens d'avoir confiance dans ce qui vous entoure. Hein. C'est-à-dire de ne pas douter pour douter. On revient à la question initiale. Si on doute pour douter, c'est foutu. Alors là, à ce moment-là, on ne peut même pas douter, parce qu'on peut douter qu'on doute. Hein. Donc c'est sans fin. Voilà le sans fin, le piège du sans fin. Hein. Donc il ne faut pas douter pour douter. Hein. Une activité théorique, elle est toujours justifiée, au fond, par des actes. Hein. Des actes qui lui donnent sens, hein, à parte poste. Il ne faut pas que les mots soient vides de sens, il faut qu'ils soient accompagnés d'actes. Voilà. Donc, douter pour douter, c'est peine perdue. Même Descartes n'a pas douté pour douter. Hein. C'est quand on est mal intentionné qu'on l'embête avec ça. Mais en fait, il n'était pas idiot. Bon, alors, les philosophes ne sont pas... quelquefois, ils ont des thèses fortes, alors on croit qu'ils ont pensé radicalement ces thèses fortes, mais quelquefois, c'est sur la base de considérations beaucoup plus subtiles et fines qu'on croit et qu'on oublie. Hein, parce qu'on désincarne leur pensée en doctrine. Et on ne sait plus ce qu'ils ont dit d'autre pour justifier cette doctrine. On croit que la vérité, elle sort des textes toutes faites, toutes armées, comme Minerve.
alors qu'en fait c'est le résultat d'un long travail, d'un très long travail. C'est travailler qu'il est intéressant de faire. Merci.